des IP privées vers des adresses publiques qui proviennent d'un pool d'IP. Sa configuration diffère un peu du NAT statique, mais il y a tout de même beaucoup de similitudes. Comme pour le NAT statique, il faut identifier chaque interface comme une interface intérieure, dit inside, ou extérieure, dit outside. Et ensuite, plutôt que de créer une carte statique d'une seule adresse IP, la translation se fera sur un groupe d'adresses internes globales. Pour voir comment le NAT dynamique travaille, on va se baser sur la même topologie et analyser les différentes étapes. Ici, les deux PC de gauche qui portent une IP privée souhaitent communiquer avec le serveur web à droite qui a une IP publique. S'il n'y a pas de NAT statique de configurer, alors le routeur traduira dynamiquement les adresses des deux PC. Car si les deux sont configurés, le NAT statique sera toujours prioritaire au NAT dynamique. Ici, le routeur sélectionne donc une adresse globale à partir d'un groupe d'IP qui aura été créé et il fera la traduction. Il choisit l'IP 218.115.20.1 pour le PC A et la .2 pour le PC B. Le masque de notre réseau public est un /27. On peut donc utiliser la plage IP de .1 à .30. Le .0 est l'adresse réseau et la .31 est l'adresse de broadcast. Ce sont deux adresses que nous ne pouvons pas attribuer à des hôtes. Le routeur remplace donc l'adresse source locale interne des deux PC par une des adresses globales translatées et envoie le paquet. Ainsi, le serveur web peut recevoir les données sans problème. Et s'il souhaite leur répondre, alors il utilisera leur propre adresse de destination interne globale. Et lorsque le routeur reçoit les paquets avec les IP globales internes, il recherchera la traduction dans sa table NAT et translatera de nouveau les IP avant de les transférer vers les PC. La communication entre le serveur web et les PC fonctionne correctement. Voyons maintenant la configuration du NAT dynamique. Tout d'abord, il faut commencer à créer une access list pour désigner le réseau qu'on souhaite translater. Ici, ce sera le réseau 192.168.0.0/24. Ensuite, il faut définir le groupe d'adresses IP avec la commande ipnatpool. À la place du nom du pool en bleu, il faut choisir le nom qu'on souhaite lui donner. Dans l'exemple, on utilisera toute la plage IP publique, au total 30 IP. Ces deux commandes sont à faire dans le mode de configuration globale. L'ACL ne doit comporter que des permissions pour le NAT, car si à la fin de l'ACL vous faites un permit any qui autorise tous les paquets, alors le protocole NAT provoquera une forte consommation des ressources du routeur, ce qui causera beaucoup de problèmes sur le réseau. Pour rappel, à la fin de chaque ACL, il y a implicitement une ligne qu'on ne voit pas, qui est un DENY any. Comme pour le NAT statique, il ne faut pas oublier de taguer nos interfaces en entrée et sortie. La commande ipnatinside marque l'interface comme étant connectée au réseau intérieur. Et le ipnatout marque l'interface connectée au réseau extérieur. Et pour finir, toujours en mode de configuration globale, il faut établir la translation dynamique des IP sources en spécifiant l'ACL et le pool d'adresses avec la commande ipnatinside. Et comme pour le NAT statique, la commande showipnat translation permet d'afficher les NAT actifs. L'une des principales formes